Ces catastrophes hors normes se sont produites simultanément dans plusieurs pays au cours des derniers jours. Dans une région russe, en pleine journée, plusieurs ponts ont été emportés d'un coup et les habitants attachaient leurs voitures aux poteaux électriques. À Oman, où règne la chaleur et la sécheresse la plus grande partie de l'année, des pluies diluviennes se sont soudainement abattues, remplissant des barrages flambant neufs jusqu'à débordement pour la première fois depuis leur construction. Au-dessus d'une ville australienne, en plein milieu de journée de travail, le ciel est devenu rouge. Les gens sortaient dans la rue sans comprendre ce qui se passait. En Europe, la fin mars a décidé de faire semblant d'être janvier. Tempête de neige, vent de tempête et des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité dans plusieurs pays à la fois. Dans les montagnes indiennes, une avalanche a enseveli une colonne de véhicules juste au-dessus de l'un des cols les plus dangereux du monde. Et à l'autre bout de la planète, une rivière a débordé à un niveau que même les plus anciens habitants n'avaient jamais vu. Ce ne sont là qu'une partie des événements que nous allons passer en revue. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode particulièrement chargé, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sera intéressant. Le 28 mars, au Daghestan, il s'est passé quelque chose que les habitants locaux n'avaient jamais vu. Pas simplement une crue, mais un véritable coup de force de la nature frappant toute la République en même temps. Makhatchkala, Khasavyurt, Derbent, des dizaines de villages. Tout cela s'est retrouvé en l'espace d'une seule journée, soit sous les eaux, soit coupé du reste du monde. Commençons par ce que les habitants ont eux-mêmes vu dans les rues. Des voitures dérivaient littéralement sur les routes de la ville, comme des bateaux. L'un des habitants a confié aux journalistes « Il y a déjà eu des pluies plus fortes, mais que l'eau monte comme ça. On n'a jamais vu ça. » Des automobilistes attachèrent leurs voitures à des poteaux avec des cordes pour éviter qu'elles ne soient emportées par le courant. Ce ne sont pas des images de cinéma, c'est la réalité. L'état d'urgence a été immédiatement déclaré dans la ville. Mais le pire ne venait pas de la ville, mais des montagnes. Les rivières ont débordé et ont simplement tout balayé sur leur passage. Sur un tronçon, 2 travées d'un pont ferroviaire se sont effondrées simultanément. Les piliers ont été si rapidement sapés que la structure a plongé dans l'eau. Dans le district de Suleyman Stalski, le courant a emporté un pont temporaire sur la rivière Kourak. Et 9 villages, avec une population totale d'environ 4000 personnes, se sont retrouvés d'un coup entièrement coupés de toute liaison routière. Ni voiture, ni ambulance ne pouvaient y accéder. Une autre travée s'est effondrée près du village de Jemikent. Parallèlement, des lignes électriques ont commencé à céder dans toute la République. 283 localités se sont retrouvées simultanément privées d'électricité, soit plus de 327 000 habitants. Et ce n'est pas dans un village de montagne isolé, c'est dans tout le Daghestan. À Derbent, des habitants ont été évacués de leurs maisons inondées. À Makhatchkala, 15 rues ont été submergées. Le chef de la République, Sergueï Melikov, a qualifié la situation de véritable défi. C'était, à vrai dire, une formulation plutôt modeste. Mais d'où viennent de telles conséquences à partir d'une simple averse de mars ? La réponse tient dans ce qui s'est passé avant même la pluie. Tout l'hiver, la neige s'est accumulée dans les montagnes du Daghestan. Les réserves neigeuses dépassaient de 60 à 90% la normale. Mars a été anormalement chaud et cette neige s'est mise à fondre rapidement. Puis de fortes pluies sont arrivées par-dessus. Les rivières ont reçu de l'eau simultanément de 3 sources. Aucun système de drainage ne peut faire face à un tel débit. La mairie de Makhatchkala avait d'ailleurs assuré que les réseaux pluviaux avaient été débarrassés de leurs obstructions à l'avance. C'est simplement que le volume d'eau était d'une toute autre ampleur. Et ce n'est visiblement pas terminé. Le centre météorologique russe Gidromet Center a émis une alerte d'urgence. Dans les prochains jours, les risques d'avalanche sont élevés dans les montagnes du Caucase. La neige gorgée d'eau sur les pentes abruptes ne tient pas de façon fiable. Pendant ce temps, en Europe aussi, la situation est agitée. Dans les Balkans, il s'est passé quelque chose que de nombreux habitants ont qualifié d'incroyable. Une fin mars qui avait oublié que le printemps était déjà là. La Slovénie, la Croatie et la Bosnie ont été simultanément frappées par une puissante tempête hivernale. Vent, pluie, neige et chute brutale des températures. En Slovénie, la vitesse du vent a atteint 140 km/h dans certaines zones. Des arbres abattus ont bloqué des routes. Les équipes d'intervention ont travaillé toute la nuit. Plus de 15 000 personnes ont été privées d'électricité. À Zagreb, ce même jour, des rafales de 120 km/h ont été enregistrées. C'est un record pour la station météorologique de Zagreb Maksimir, qui tenait depuis plus de 100 ans. Des arbres renversés ont endommagé les voies de tramway. La circulation s'est arrêtée. Toutes les écoles de la ville ont été fermées. Plus de 360 appels ont été reçus par les pompiers en une seule journée. Simultanément à la tempête,
un petit tremblement de terre de magnitude 2,4 a été enregistré dans le secteur du mont Medvednica, juste au-dessus de la ville. Les habitants plaisantaient alors en disant que la terre avait décidé de leur porter le coup de grâce. En Bosnie, le tableau était différent. Là, ce n'était pas le vent, c'était la neige. Dans la ville de Bihać, des poteaux télégraphiques s'effondraient sur des voitures sous le poids de la neige accumulée. Des câbles cédaient. Les routes du nord-ouest de la Bosnie ont été fermées aux poids lourds. Des écoles de plusieurs districts ont suspendu leurs cours. Les rivières vont commencer à monter et les autorités ont prévenu d'un risque de débordement dans les prochains jours. Tout ce coup de froid arctique sur les Balkans fait partie d'un processus plus large. Fin mars 2026, une profonde dépression troposphérique s'est formée au-dessus de l'Europe, dirigeant de l'air arctique froid bien au sud. Selon les prévisions, il tombera 20 à 40 cm de neige par endroit dans les Balkans occidentaux et jusqu'à 100 cm dans les zones alpines. La France a ensuite subi les effets de la tempête. Le 26 mars, la tempête Déborah a frappé le sud-est du pays. Des rafales de 157 km/h ont été enregistrées en Corse, 117 à Toulon. En plein centre de Marseille, un arbre arraché a blessé un passant directement sur le trottoir. Dans la banlieue, le toit d'une piscine couverte a été arraché. Plus de 500 pompiers sont intervenus, principalement pour dégager des arbres tombés et réparer des toitures endommagées. La neige en Corse est descendue jusqu'à 850 mètres d'altitude. Ce même jour, Météo France prévenait de vents polaires pouvant atteindre 130 km/h. Pour une fin mars, c'est un tableau atypique, même pour le sud du pays. Passons à Oman. C'est un pays où, dans les zones désertiques, les précipitations printanières totales atteignent environ 100 mm. Or, en quelques jours, rien que dans la ville d'Ibra, il est tombé 318 mm, 3 fois la pluviométrie annuelle en une seule semaine. Le tout nouveau barrage de Wadi Sal, construit précisément pour de tels cas, s'est rempli à 100% et a débordé pour la première fois depuis sa construction. Les vannes ont dû être ouvertes en urgence. Le danger particulier à Oman, ce sont les oueds, ces lits à sec qui ressemblent à de simples routes ou à des cuvettes rocailleuses la plus grande partie de l'année. Les gens y circulent en voiture, s'y promènent et y organisent même des pique-niques. Mais dès qu'il pleut fort en montagne, ils se transforment en quelques minutes en rivières en crue, sans prévenir. C'est précisément pour cela que la loi interdit de traverser ces lits pendant les périodes de pluie. Malgré tout, plusieurs véhicules ont simplement été emportés par le courant. Le régime d'alerte d'urgence a été prolongé de plusieurs jours. En Inde, le 27 mars, une avalanche s'est déclenchée sur le col de Zojila et a enseveli une colonne de véhicules qui circulait sur la route Srinagar-Leh. Cette route est l'une des plus hautes du monde. Elle passe à plus de 3500 mètres d'altitude et reste fermée la plus grande partie de l'année en raison de la neige. L'avalanche a recouvert plusieurs véhicules, dont certains ont été entièrement ensevelis. Les opérations de secours dans de telles conditions sont un enfer. Parallèlement, de fortes chutes de neige inhabituelles pour une fin mars ont été enregistrées dans le nord de l'Inde. Des itinéraires touristiques et une partie des routes ont été coupées. En Australie, un spectacle se déroulait que les habitants comparaient à des images de science-fiction. Le 27 mars, en Australie occidentale, en plein milieu de journée, le ciel est devenu rouge sang, pas au coucher du soleil, en plein midi de travail. La visibilité a chuté à 0 en quelques minutes. L'un des habitants a filmé la scène depuis le camping de Shark Bay et a écrit en légende « Sans filtre, de la poussière plein les yeux et la bouche ». Derrière tout cela se trouvait le cyclone Nari, et son histoire est en elle-même unique. Nous avions déjà fait le bilan de ses premiers effets sur l'Australie. Il avait débuté sa course le 20 mars en tant que cyclone de catégorie 5, puis avait traversé le territoire du Nord, rejoint l'océan Indien, regagné des forces jusqu'à la catégorie 4 et frappé à nouveau le rivage, cette fois en Australie occidentale. 3 débarquements distincts dans 3 États et territoires différents. La dernière fois qu'un phénomène similaire s'était produit remontait à 2005 avec le cyclone Ingrid. Quand Nari s'est dirigé de la côte vers l'intérieur du continent, ces vents ont soulevé d'immenses masses de poussière rouge. Cette poussière, si abondante dans les plaines arides australiennes, contient de nombreux oxydes de fer. Il diffuse les courtes longueurs d'onde bleues et laisse passer les longues longueurs d'onde rouges, d'où ce paysage martien. À Exmouth, les rafales dépassaient 250 km/h. À de telles vitesses, les toits s'arrachent comme du papier. C'est exactement ce qui s'est passé avec le bâtiment où s'abritaient une quarantaine de personnes. Le toit a été emporté en plein milieu de la tempête. La station-service Shell a été entièrement détruite. Mais la tempête Nari n'a pas seulement frappé des habitations. Elle a perturbé le fonctionnement des 2 plus grandes usines de gaz naturel liquéfié du pays
les installations de Chevron et de Woodside. C'est important dans le contexte mondial. L'Australie fait partie des 3 plus grands exportateurs de GNL au monde. Quand la production s'y arrête, cela se ressent immédiatement sur les marchés asiatiques et européens. Le 28 mars, le cyclone a commencé à perdre ses caractéristiques tropicales et à se dégrader en système subtropical. Plus de 300 000 km² sous la pluie et le vent. En Nouvelle-Zélande, une histoire tout à fait différente se déroulait. Le 25 mars, le service météorologique Met Service a émis une alerte de niveau rouge pour le nord du Northland. Au final, sur la péninsule de Coromandel, 347 mm de pluie sont tombés en 24 heures. Un tel niveau n'avait pas été enregistré depuis 1958. Environ 500 personnes ont été évacuées de zones inondées. Plusieurs localités ont été coupées des routes en raison de glissements de terrain et de débordements de rivières. L'état d'urgence a été déclaré pour 7 jours dans 2 districts. La cause de tout cela est un profond cyclone subtropical à l'ouest du pays qui dirigeait de l'air chaud et chargé d'humidité directement sur l'île du Nord supérieur. Quand cet air rencontre les crêtes montagneuses du Northland, il est forcé de monter, de se refroidir et de libérer son humidité sous forme de pluies intenses. C'est précisément pour cette raison que la partie orientale du Northland a été la plus touchée. Passons à la Tanzanie. De fortes pluies se sont abattues sur le district de Rungwe. En quelques heures, des glissements de terrain ont enseveli 4 villages d'un coup. La plupart des maisons de ces villages sont construites en pisé et en tôle ondulée, des matériaux qui n'opposent aucune résistance à un torrent de boue. Les autorités administratives du district ont appelé les habitants des zones à risque à évacuer immédiatement. Les météorologues prévoient la poursuite des pluies. C'est particulièrement préoccupant car le sol est déjà saturé d'eau et le prochain glissement de terrain peut se déclencher avec bien moins de précipitations que le premier. La Croix-Rouge tanzanienne a déployé des opérations de recherche et de secours. Une aide humanitaire a été allouée aux familles sans abri. Le contexte est ici important. Exactement au même jour où cela se passait, dans la Kenya voisine, les inondations se poursuivaient. Selon de nouvelles données, 21 districts du pays sont déjà inondés. Plus de 34 000 personnes ont été évacuées. L'armée a été mobilisée. Les rivières débordent. Routes et ponts sont détruits. Tout cela fait partie d'un seul et même phénomène régional. Le centre climatique IGAD avait averti dès février que la saison des pluies de mars à mai 2026 avait 45% de probabilité d'être supérieure à la normale pour toute l'Afrique orientale. En Afghanistan, le 28 mars, des pluies torrentielles ont frappé 5 provinces d'un coup. La plupart des maisons dans ces zones sont construites en briques crues. Elles se dissouent littéralement sous de fortes pluies et des torrents d'eau. L'Afghanistan est d'ailleurs l'un des pays les plus mal équipés pour faire face aux catastrophes naturelles. Des décennies de conflits ont détruit les réseaux de drainage, les ponts, les routes et les constructions renforcées. Les secours ne peuvent souvent tout simplement pas atteindre les zones isolées. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires avaient déjà prévenu début 2026 que l'Afghanistan reste l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et que chaque catastrophe naturelle aggrave la situation. Les scientifiques continuent de surveiller le renforcement de l'activité sismique sur la planète, et de nouvelles données sont disponibles. Le 26 mars à 23h18, heure locale, un tremblement de terre de magnitude 6,5 s'est produit au large de la côte est de l'île japonaise de Honshu. L'épicentre se situait à 120 km à l'est de la ville de Yamada dans la préfecture d'Iwate, à environ 9,5 km de profondeur. C'est très superficiel à l'échelle sismologique. Plus le foyer est proche de la surface, plus les secousses se font sentir en surface. Environ 1,5 million de personnes ont ressenti les vibrations du sol. C'est le tremblement de terre le plus puissant au Japon au cours des 4 derniers mois. Le mécanisme de l'événement est connu. Ce séisme s'est produit dans la zone de subduction de la fosse du Japon, où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque nord-américaine. C'est précisément ce tronçon où, en 2011, s'est produit le séisme catastrophique de magnitude 9,1 qui avait déclenché le célèbre tsunami du Tohoku et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le 26 mars également, en Indonésie dans la région de Jayapura, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a été enregistré à environ 60 km de profondeur. Le 28 mars, un nouveau séisme de magnitude similaire. Le 29 mars, un tremblement de terre de magnitude 4,7 à Taïwan. Au Népal, le 28 mars, magnitude 4,5. Le 26 mars, à Hawaï, sous le flanc nord-est du volcan Mauna Kea, un essaim de tremblement de terre a été enregistré en l'espace de 8 heures,
Le service géologique américain a immédiatement publié une clarification. Il s'agit d'un événement tectonique sans lien avec un mouvement magmatique. Mais les experts ont conclu que le niveau de fond moyen pour la planète est nettement dépassé. Si ce type de vidéo sur les menaces naturelles et les cataclysmes vous intéresse, de nouveaux épisodes sont publiés régulièrement sur notre chaîne YouTube. Alors rendez-vous sur la chaîne et regardez dès maintenant.